on va avoir 3 présentations qu'on va faire à la suite parce qu'elles sont assez complémentaires et elles vont pouvoir se répondre ou pas. Et puis après, on aura un temps de débat, d'échange où chacun pourra poser ses questions. Donc je vais demander à nos intervenants, à tous, donc, de se présenter et d'essayer de respecter le timing d'une vingtaine de minutes maximum de présentation. Je vais commencer par laisser parler la métropole Grenoble-Alpes pour nous donner son point de vue et son analyse sur la question de coopération, gouvernance et territoire dans la transition énergétique. Puis après, l'exemple de Schneider Electric et après du réseau européen des coopératives. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée parce que j'ai une caméra qui est à ma droite et j'ai votre image qui est à ma gauche. Donc, en fait, je vous regarde, mais je regarde l'écran au lieu de vous regarder par la caméra. Alors, je remercie beaucoup les équipes de Pacte pour pouvoir avoir mis ça en place. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Ça nous permet finalement d'être en direct avec vous. Mais voilà, je m'excuse, je ne suis pas non plus une habituée de toute cette technique. Donc, j'ai encore quelques problèmes d'adaptation, de savoir où il faut que je regarde, etc. etc. Je ne suis pas encore présentatrice télé, mais bien, bon, on va reconvertir peut-être. Mais on verra bien. Donc, sur ce, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et je vous laisse la parole, Monsieur Pinder. Bien, merci. Alors, il y a de l'écho. Bon, je vais essayer de m'en abstraire. Donc, ce matin, j'ai été un peu mis dans le bain. Donc, je vais essayer de donner le point de vue là, de Grenoble-Alpes Métropole. Donc, peut-être je me présente d'abord. Donc, Bertrand Spindler, donc vice-président de Grenoble-Alpes Métropole depuis 2015, donc délégué à l'énergie et puis maire de la Tronche. Donc depuis 2015, la compétence énergie est passée à la métropole et la métropole s'est emparée de cette compétence et entend l'exercer pleinement. Donc, et dans ces compétences, il y a l'organisation, donc c'est l'autorité organisatrice de la distribution de l'énergie, donc l'énergie en particulier, donc les réseaux, réseau de chaleur, réseau de froid, réseau d'électricité, de gaz, et puis aussi peut-être dans l'avenir réseau d'hydrogène. Depuis 2005, ce qui était à l'époque communauté d'agglomération, mais s'était doté, je crois que c'était une des premières agglomérations à le faire, s'était doté donc d'un plan air-climat, donc qui est devenu maintenant plan air-énergie-climat. Et puis quand on a fait le point en 2013 sur les objectifs qu'on s'était donnés en 2005, on avait à peu près tenu la route. Mais au niveau d'énergie, c'était plutôt lié à la crise économique que vraiment à des actions volontaristes. On a, avec cette nouvelle compétence, donc la métropole a souhaité donc se donner un outil de planification énergétique. Donc c'est le schéma directeur de l'énergie, donc qui a été voté au Conseil métropolitain du mois de novembre. Donc ce schéma directeur énergie, c'est vraiment la volonté de se donner un cadre pour voir où on veut aller. Un des points importants qu'on avait à résoudre, c'était le problème de notre réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, c'est le deuxième le plus important après celui de la région parisienne. Et donc le contrat de concession arrivait à échéance et il fallait le renouveler. Et donc là, le choix qu'on a fait, c'était de dire on remet en concurrence plutôt que, par exemple, le prendre en régie. Donc ça, c'est un choix qui permet donc une mise en concurrence de la distribution de chaleur, ce qu'on a vu, et j'y reviendrai sur le problème du gaz ou l'électricité où on n'a pas cette facilité. La volonté aussi, c'était de faire émerger un pôle public de l'énergie, donc avec tous les acteurs publics et semi-publics qui, autour de la métropole, puissent travailler ensemble. Alors le schéma directeur, quelques mots, donc on se donne des objectifs chiffrés, notamment sur la baisse des consommations d'énergie sur le territoire d'ici 2030, donc une baisse de 22%, et puis augmentation de 35% de la production d'énergie renouvelable. Donc, je vais juste citer 2 chiffres pour ne pas être trop long, mais il y a tout un document qui vient de sortir et qui résume tout ça. Une des particularités, alors la métropole n'a pas beaucoup
pas beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de choses qui sont contraintes, mais on a quand même des moyens d'agir sur notamment le chauffage des habitations. Et même si les nouvelles habitations sont construites avec beaucoup des systèmes d'économie d'énergie, donc les nouveaux bâtiments consomment beaucoup moins. À l'horizon 2030, la consommation au niveau habitation, les nouvelles habitations représenteront que 6% de la consommation de chaleur, donc il faut qu'on travaille sur les bâtis anciens. Et du coup, c'est tout ce programme qu'on a de rénovation de bâtiments anciens, rénovation thermique, avec les programmes Murmure que vous avez peut-être entendu parler et qui ont été initiés aussi par la métropole de Grenoble. Une volonté aussi donc, sur le réseau de chaleur, de densifier le réseau de chaleur, puisque même les nouvelles habitations, même si elles sont connectées au réseau, elles sont mieux isolées, donc consomment moins. Donc le réseau de chaleur, il y a beaucoup de coûts fixes avec les grandes centrales, donc il faut densifier le réseau, et c'est le choix qu'on fait, de densifier le réseau, avec la volonté aussi sur ce réseau de chaleur qui est actuellement à 70% en énergie renouvelable, de le passer à 90% puis 100% renouvelable, et en particulier d'abandonner le charbon, puisqu'on a encore une centrale où on consomme le charbon l'hiver, le charbon qui vient d'Afrique du Sud. Je rappelle que le réseau de chaleur a été développé à Grenoble parce qu'on avait le charbon de la Mure, et c'est sous toute cette histoire et ce poids de l'histoire aussi qu'on a dans la manière dont est distribuée l'énergie à Grenoble. Aussi la volonté on a aussi la chance d'avoir dans notre région des barrages hydroélectriques sur notre territoire, Saint-Égrève et puis là-haut Saint-Georges-de-Comiers. Et puis donc la cogénération sur nos usines de production de chaleur, donc l'usine d'incinération de déchets à Tanor, et puis l'usine qu'on construit sur la Presqu'île. Donc on construit une nouvelle centrale de production de chaleur à partir du bois, où il y aura aussi cogénération d'électricité. Et puis développement du photovoltaïque avec là aussi, c'est les citoyens, c'est un peu le système des centrales villageoises. Là, c'est les citoyens qui se tournent vers nous en disant on voudrait produire sur nos toitures. Donc, c'est actuellement les toitures des bâtiments publics, donc un certain nombre de communes de la métropole, où on a inauguré cet été des toitures solaires. Enfin, je citerai aussi la méthanisation, puisque c'était aussi, je crois, une première sur la station Aquapole, là, qui traite la station des déchets. Donc on fait la méthanisation, et le gaz est raccordé donc à la station, enfin, au réseau de distribution de gaz. Donc dans ce travail de schéma directeur, donc on a travaillé avec tous les acteurs associés, les gestionnaires de réseau, donc GEG. Alors là aussi, la particularité à Grenoble, c'est que sur la ville de Grenoble, historiquement, donc ça a toujours été en régie, la distribution d'électricité et de gaz, et donc actuellement c'est une SEM, GEG, qui distribue le gaz et l'énergie sur la ville de Grenoble. Et puis donc les autres partenaires, GRDF, Enedis, EDF, la compagnie de chauffage, et puis le syndicat des énergies de l'Isère, donc le CEDI. Le bras armé de la métropole, c'est l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, qui est l'interlocuteur donc des particuliers, donc quand ils veulent isoler leur maison ou dans leur copropriété, c'est vraiment l'ALEC qui fait ce travail finement. On travaille aussi avec les instituts de recherche, donc ça c'est le modèle grenoblois, la recherche, l'université, les entreprises. On travaille ensemble, et aussi les citoyens. J'ai cité tout à l'heure les initiatives citoyennes pour les toitures solaires, mais aussi on a travaillé avec un panel citoyen tiré au sort qu'on a un peu formés, puis ensuite qui ont donné des avis sur notre schéma directeur. Et puis on a des comités d'usagers du chauffage urbain, et puis ils participent aussi au comité de suivi donc de la régie pour l'exploitation du réseau de chaleur. Et puis on a des partenariats avec les grandes institutions, les grands instituts de recherche, le CEA, le CSTB, EDF.
Voilà, donc c'est tout ça qu'on constitue un peu en pôle public de l'énergie. Alors le côté public est très important et donc là aussi c'est les choix politiques qu'on fait de garder la maîtrise publique sur l'énergie. Un mot peut-être sur la précarité énergétique, donc qui est un souci constant qu'on a aussi avec 15% environ des ménages de la métropole qui sont en précarité énergétique, avec majoritairement des gens qui sont chauffés en chauffage électrique dans des logements construits avant 1975 et majoritairement retraités. Donc là, on a aussi tout un travail en partenariat sur ces sujets, avec aussi un côté innovation à la fois technologique et puis innovation sociale pour pouvoir répondre à ces besoins particuliers. Alors la précarité énergétique, hein, ce ne sont pas les logements sociaux, puisque là les bailleurs sociaux ont des programmes spécifiques, mais c'est vraiment un peu dans le diffus ou dans les copropriétés libres. Un mot là aussi particulier sur maintenant le contrôle des concessions. Donc on a aussi parlé, en tout cas dans notre atelier ce matin, donc avant 2015, donc c'était les communes et en particulier ma commune qui est une commune disons moyenne, on n'avait pas les moyens de contrôler les concessions et donc on laissait faire les concessionnaires. Donc la métropole, là, avec cette compétence maintenant qu'elle a pris, elle se donne les moyens de faire ce contrôle. On a un service maintenant de direction de la transition énergétique avec des agents qui ont l'expertise aussi pour pouvoir dialoguer avec les concessionnaires, en posant les bonnes questions sur les comptes rendus d'activité qu'ils font, sur les investissements qu'ils doivent faire dans les réseaux. Et c'est vraiment les redevances de concession qui nous permettent de financer ce contrôle. Alors la métropole est aussi en relation et dans les réseaux de France Urbaine, donc qui regroupe, c'est une association qui regroupe les grandes villes et les métropoles, qui permettent d'avoir les négociations au niveau national, notamment pour les renouvellements de concessions. Il y a un peu deux partenaires. Donc la FNCCR, c'est plutôt les syndicats d'énergie, et puis France Urbaine, les métropoles. Et donc pour l'électricité, les négociations sont en cours, avec notamment ce qu'on a mis un peu sur la table, c'est d'inclure dans ces renouvellements de contrats de concession la fin d'un contrat ou la mise en concurrence possible, qui actuellement n'est pas possible. On l'a fait pour le réseau de chaleur, pour le réseau d'électricité, c'est pas possible, mais on sait que dans l'avenir, ça peut l'être, et on souhaite l'inclure dans le contrat de concession avec Enedis, qui évidemment, eux, ils freinent des cas de fer là-dessus. Donc, ces renouvellements de concession, donc là aussi, peut-être un mot sur le paysage. Donc, j'ai parlé de la ville de Grenoble. On a 49 communes sur la métropole. Il y en a 8 où on est directement, la métropole et en concède à Enedis, et puis tous les autres, c'est par le syndicat, le CEDI. Et donc, ça complexifie un peu les choses. Mais en tout cas, la volonté, c'est de pouvoir reprendre la main sur ces contrats de concession et de ne pas simplement se faire dicter les choses par Enedis, même s'ils ont un monopole. Donc on a des fois des réunions un peu compliquées là-dessus. Alors j'ai cité aussi le problème des réseaux de chaleur et du gaz. Une particularité aussi historiquement, donc que ce soit la compagnie de chauffage ou GEG, c'est la ville de Grenoble qui est actionnaire, alors que maintenant c'est la métropole qui a l'autorité organisatrice. Et donc il y a un peu transitoirement des choses qui sont un petit peu particulières entre la ville de Grenoble et la métropole, puisqu'il y a un petit peu des conflits entre celui qui a l'autorité et puis celui qui est l'actionnaire, et donc qui reçoit aussi les dividendes. Donc il y a aussi tout ce travail qui est fait entre la métropole et la ville pour qu'on arrive à savoir vraiment qui fait quoi. Une particularité aussi, j'ai cité notre volonté de développer le réseau de chaleur. Alors, développer le réseau de chaleur pour chauffer les habitations, c'est en concurrence avec le gaz. Et donc,
C'est sûr qu'on a des difficultés, des négociations un peu compliquées avec GEG et avec GRDF en disant nous on souhaite développer le réseau de chaleur, c'est au détriment du gaz, et du coup dans notre schéma directeur, c'est des sujets qui sont un peu délicats à conclure, mais en tout cas là on affirme nous métropole la volonté politique de dire c'est le réseau de chaleur qu'on veut développer, il y a plus d'énergie renouvelable, même si alors les distributeurs de gaz nous disent oui mais on va aller vers le biogaz, mais effectivement on va aller vers le biogaz, mais pour l'instant on n'en est pas tout de suite. Un sujet aussi, j'ai parlé du chauffage urbain, mais c'est vraiment un sujet important sur la métropole, même s'il y a que, je crois qu'il y a 7 communes qui ont le chauffage urbain, c'est vraiment dans la partie très plate de notre métropole, mais ça représente quand même 90 000 équivalents habitations qui ont le chauffage urbain. Et donc là, pendant longtemps, on laissait faire, et les communes laissaient faire la compagnie de chauffage, et puis à un moment donné, c'est les usagers là qui se sont un peu révoltés en disant on ne comprend pas pourquoi nos tarifs augmentent, pourquoi la compagnie de chauffage fait des bénéfices, et du coup là, la métropole en 2015 a repris la main, renégocié les contrats, fait des avenants pour avoir un tarif d'abord beaucoup plus transparent et plus équitable. Alors, avec là aussi une balance à faire entre les usagers du chauffage urbain qui souhaitent un prix bas, et puis le chauffage urbain, c'est principalement l'usine d'incinération des ordures ménagères. Donc la compagnie de chauffage achète la chaleur à l'usine d'incinération, et du coup ce problème du coût de la chaleur qu'on achète à l'usine d'incinération, comment on l'évalue? L'usine d'incinération, c'est finalement ça se retrouve dans la facture de la collecte des déchets, donc c'est tous les habitants de la métropole. Est-ce que c'est à eux de faire un effort pour uniquement les usagers du chauffage urbain? C'est ce genre aussi de débat qu'il faut avoir quand on évalue et quand on trouve l'équilibre à faire entre les différents aussi usagers et services publics. Un mot aussi on a parlé aussi ce matin de la donnée. Donc là, dans notre schéma directeur, on a eu la collaboration d'Enedis, de GRDF, de GEG pour faire remonter les données au niveau du territoire pour savoir combien on consomme d'électricité, combien on consomme de gaz. Et on met en place une plateforme de la donnée énergétique, donc pour que les habitants puissent, depuis chez eux, avoir accès à leurs données propres pour avoir justement pour pouvoir faire des économies, et puis au niveau un peu global de concaténer ces données et pour avoir une vision sur le territoire des données énergétiques, donc que ce soit gaz, électricité et aussi réseau de chaleur, donc, et ça qui va être mis en place avec ces nouveaux compteurs communicants, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Un mot peut-être aussi pour terminer sur le côté local et le côté national. Alors, vous savez, vous avez tous vu aussi ces sujets-là sujets d'indépendance qui se posent sur certains territoires. Certains territoires, peut-être plus riches que d'autres, disent non, nous on veut devenir indépendants et puis garder notre richesse. Donc là, c'est vraiment le sujet j'ai parlé de la précarité énergétique, il y a aussi la précarité de territoire, et surtout dans nos territoires de montagne, on a peut-être des vallées qui sont au soleil et d'autres qui sont à l'ombre. Ça peut être aussi dans une ville un bâtiment qui fait de l'ombre à l'autre. Il y en a un qui peut mettre des toitures solaires sur son toit et l'autre pas du tout. Et donc ce côté solidarité de l'énergie, on souhaite rester dans on a parlé aussi ce matin de la péréquation énergétique. On souhaite vraiment que ces systèmes de péréquation demeurent. On ne souhaite pas du tout aller vers une autonomie des territoires. Et là aussi, c'est encore un choix politique en disant il faut qu'on dialogue avec les territoires voisins, que la péréquation demeure, même si dans notre métropole, là, on a des zones très urbaines, mais on a aussi des zones de campagne, et c'est peut-être pour ça qu'on reste sensible
à ces sujets. Donc solidarité énergétique, donc échelle locale, échelle nationale, échelle européenne. Et on voit bien que même si on va aller vers l'autoconsommation, le jour où il n'y a pas de soleil ou bien où le jour où le système tombe en panne, il faut bien que l'électricité, par exemple, ou les réseaux continuent à être distribués. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire avec vraiment ce sujet qui est actuellement passionnant pour la métropole, de se saisir d'une nouvelle compétence, de travailler avec tous les acteurs locaux et notamment les citoyens pour arriver dans ce paysage changeant aussi à trouver comment inclure la transition énergétique, là aussi, qui est vraiment un des choix que fait la métropole, de travailler sur ce sujet, baisser les consommations et puis augmenter les énergies renouvelables. Pardon. Donc, comme je vous disais, le but du jeu, c'est que voilà, on fasse les 3 présentations et puis après on anime le débat, comme ça on ait moins le temps de que vous exposiez vos points de vue et qu'on ait le temps de questions. Donc je laisse la parole à Leslie Zambelli. Oui, donc Leslie Zambelli, moi je travaille chez Schneider Electric au sein du développement durable. Je vais vous donner quelques éléments de contexte et puis après je viendrai sur des exemples concrets de coopération territoriale auxquelles on peut participer pour la transition énergétique, pour participer à la transition énergétique. Donc Schneider Electric, je pense que c'est un groupe qu'on connaît bien dans la région de Grenoble. Dans sa forme actuelle, en fait, le groupe avec un objectif d'efficacité énergétique. Vraiment, le métier de Schneider, c'est de participer à l'efficacité énergétique pour ses clients. Il vient de la fusion entre Télémécanique et Merlin Gérin, donc qui est une entreprise de la région grenobloise. Et l'objectif est de proposer vraiment des solutions d'efficacité énergétique pour les clients. Ça vient aussi d'un constat qu'on est face à un dilemme énergétique, nous ce qu'on appelle le dilemme énergétique actuellement, qui est de dire nos consommations d'énergie vont augmenter d'ici 2050 d'au moins plus 50%. Ça, c'est lié au fait qu'on va avoir de plus en plus d'urbanisation, d'industrialisation et de digitalisation. Je vois un monsieur sceptique au fond, mais on parle bien d'une zone géographique globale. On n'est pas uniquement sur la France, donc ça c'est notre constat un peu global. Donc cette augmentation des consommations et par ailleurs la nécessité de réduire ces consommations énergétiques pour répondre aussi aux enjeux climatiques qu'on va avoir. Et puis un autre sujet qui est là plutôt un sujet social, qui est que dans le monde, il y a encore plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'énergie et 1 milliard supplémentaires qui ont accès seulement à une énergie de façon intermittente. Donc on a vraiment ces 3 leviers. Le fait que les consommations, on prévoit qu'elles augmentent, qu'on prévoit qu'on a l'obligation de les diminuer pour des enjeux climatiques et qu'à côté de ça, il y a une problématique sociale aussi qui est à résoudre. Donc c'est ça qu'on appelle le dilemme énergétique. Le groupe donc se positionne sur la proposition de solutions à ses clients qui sont des solutions adaptées qui vont permettre vraiment de contrôler et suivre ses consommations. Donc ça c'est la position aussi de Schneider qui travaille beaucoup en partenariat avec d'autres groupes et avec ses clients pour créer vraiment les solutions les plus adaptées. Moi ce que je voudrais vous présenter c'est l'angle du développement durable qui a été pris avec un tournant dès 2009 et un objectif clé du développement durable qui est de contribuer à réduire la fracture énergétique et en quoi ce programme-là va aussi participer à la transition énergétique. Donc je vous ai mis derrière, alors pour vous dire très brièvement, le développement durable chez Schneider Electric, c'est à peu près 70 personnes qui travaillent principalement à Rueil-Malmaison, à Grenoble et à Bangalore en Inde, avec des responsables locaux dans différents pays du groupe. Et ils portent 2 enjeux principaux. Le premier enjeu, ça va être de vraiment venir insuffler les politiques développement durable du groupe. Et ça se fait autour d'un outil qui s'appelle le baromètre Planète et Société que je vous ai présenté derrière. L'objectif, c'est de se dire tous les 3 ans, on réfléchit aux grands enjeux du développement durable pour le groupe pour les 3 années à venir, qui sont tournés autour des 3 piliers du développement durable, donc Planète, Profit and People, qui sont environnemental, social et économique. Autour de ces 3 piliers, on a identifié ce qu'on appelle des méga trends, donc des grandes tendances
qui sont les 5 que vous voyez à côté, donc climat, économie circulaire, développement, éthique et santé et équité. Et sur ces 5 catégories, on se fixe des objectifs à 3 ans. Donc on dit par exemple, parmi les objectifs, on a un objectif à 3 ans de réduire nos économies d'énergie, de faire 10% d'économies d'énergie dans les sites du groupe Schneider. On va avoir un enjeu de former, de proposer aux salariés, de s'assurer que chaque salarié du groupe a au moins une journée de formation par an. Donc on a ces grands indicateurs-là et on va les noter de façon trimestrielle sur une note qui va de 1 à 10, sachant que remplir l'objectif à 100% correspond à une note de 9 sur 10 puisqu'on considère qu'on peut toujours progresser plus. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces indicateurs-là, donc ils sont reportés tous les 3 mois et ils sont annoncés par notre directeur financier au même moment que les informations financières du groupe. Donc les informations extra-financières ont aussi un poids qui est vraiment porté par le directeur financier. Je pense qu'un point intéressant, c'est de se dire que justement, tous les 3 ans, on va revenir sur ces indicateurs-là. Alors certains vont disparaître puisqu'en fait, ce sera des indicateurs qui auront été, un processus qui aura été pleinement intégré au groupe et donc qui n'est plus nécessaire forcément de mesurer vraiment régulièrement. Donc on se dit, bon voilà, on a atteint nos objectifs là-dessus. On sait qu'on a fait les progrès qu'on devait faire. Passons à un autre objectif qui est plus prioritaire pour les 3 années à venir. Certains vont être renouvelés avec un objectif plus exigeant et d'autres vont arriver dans le baromètre Planète et Société pour les 3 années suivantes. Tous ces indicateurs-là, ils sont portés par des services différents chez Schneider. Vous avez la R&D qui va porter certains des indicateurs, tout ce qui est logistique, supply chain, transport qui vont porter des indicateurs, les RH qui vont en porter certains. Donc c'est vraiment l'outil pour montrer, vraiment essayer d'insuffler les politiques de développement durable dans le groupe et mesurer la performance que le groupe a en termes de développement durable. Donc ça, c'est vraiment la première mission du département. La deuxième mission, elle est de porter en direct des programmes qui sont des programmes de lutte contre la fracture énergétique et qui ont un lien très direct avec les sujets de transition énergétique et pour lesquels on travaille vraiment de façon très collaborative, tout le temps en partenariat avec différents types d'acteurs. Donc sur ce deuxième point, on a identifié dans la lutte contre la fracture énergétique 2 grands enjeux. Un enjeu dont je vous parlais tout à l'heure qui est celui de l'accès à l'énergie. Donc on parle de plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à l'énergie et plus d'1 milliard de façon intermittente. Cet enjeu-là, et ça fait le lien aussi avec la question de la transition énergétique, il vient se coupler à un enjeu de faire en sorte que ces personnes qui gagnent de l'accès à l'électricité le gagnent avec une énergie produite de façon propre et une énergie fiable. Donc là, on a vraiment l'enjeu de développer aussi des nouvelles solutions qui sont des solutions renouvelables de production d'énergie. Et puis avec l'enjeu aussi, alors quand on parle en fait de ce milliard de personnes-là, ça va être 800 millions qui sont en Afrique subsaharienne et 400 millions qui sont en Asie du Sud-Est. Et on est dans des zones qui sont très éloignées des centres urbains. Donc là, on est vraiment sur des zones rurales dans lesquelles il va y avoir aussi un enjeu de décentralisation de la production, notamment avec des systèmes photovoltaïques par exemple, mais ça peut aussi être de l'hydro dans des zones où il peut y avoir des fleuves ou des rivières. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui va concerner plutôt les économies émergentes, les économies plus matures. C'est un enjeu qui est un peu plus nouveau chez nous parce qu'on a commencé à travailler sur la question du programme d'accès à l'énergie en 2009. On s'est rapidement rendu compte que dans nos économies, en Europe notamment, on avait aussi des questions qui étaient liées à l'énergie, qui ne sont pas celles du raccordement au réseau, mais qui vont être celles de la capacité à faire face à ces dépenses énergétiques. Et donc là, ça fait le lien avec ce que vous disiez sur la précarité énergétique. Donc, on a décidé de s'engager aussi sur ces questions-là, sachant qu'on considère, alors les chiffres sont très difficiles à trouver de façon exacte, mais on considère qu'en Europe, on a entre 50 millions et 125 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique et donc principalement qui ont des difficultés à se chauffer puisque le post-chauffage représente 2/3 des consommations énergétiques pour le ménage.
Donc sur ces deux enjeux, accès à l'énergie et lutte contre la précarité énergétique, on a décidé de répondre de façon, on essaye en tout cas de répondre de façon globale à la question en créant vraiment un écosystème qui va intégrer des solutions qui sont développées par le groupe. Donc par exemple, vous voyez ici des solutions de lanterne solaire qui est une petite solution d'éclairage, mais vous avez aussi des solutions qui sont beaucoup plus grosses, qui vont aller jusqu'au micro-réseau. On en parlait tout à l'heure avec la décentralisation de la production et des micro-réseaux qui sont mis en place pour venir alimenter un village, un espace public, une maison de santé, par exemple. Un système de pompage solaire pour pouvoir venir pomper, faire de l'irrigation, créer aussi du développement économique à travers l'accès à cette énergie. On va avoir un troisième, donc ça c'est le pilier solution que vous voyez là. On va avoir un deuxième pilier, mais qui est celui qui est là, qui est la partie développement des compétences. Donc on va vraiment travailler à essayer de faire monter en compétences les gens avec lesquels on travaille, notamment sur la question de l'accès à l'énergie. Ça va être faire des partenariats, nouer des partenariats avec des centres de formation au métier de l'énergie, donc de la formation professionnelle, aider à développer les curriculums de cours, aider à apporter le matériel pédagogique qui va être nécessaire aux étudiants pour apprendre. Et également faire du don de compétences, puisqu'en fait on a des salariés qui vont pouvoir partir dans les centres de formation, former les professeurs et former les étudiants. Donc sur cette logique-là, on se dit vraiment, on a besoin de développer aussi des compétences, d'avoir des gens qualifiés qui travaillent sur ces thématiques-là. C'est aussi le cas sur les thématiques précarité énergétique avec tous les nouveaux enjeux de développement des compétences autour de la gestion de l'énergie, autour de l'audit énergétique qui se posent aussi en France et on en parle régulièrement sur la question de la montée en compétences autour de l'énergie. Donc ce pilier-là, alors juste pour vous donner un petit élément, ce pilier-là, c'est un pilier qui est porté principalement par la Fondation Schneider Electric. Donc c'est vraiment un pilier philanthropique pour nous. Et puis le troisième pilier, qui est celui qui est au milieu, et je finis par celui-là parce que c'est celui pour lequel je travaille, c'est un fonds d'investissement solidaire que Schneider Electric a créé pour vraiment venir accompagner des entreprises de l'économie sociale et des entreprises à impact dans le secteur de l'accès à l'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique. Donc on a un montant en portefeuille qu'on peut investir dans des entreprises. Donc on va les accompagner financièrement en investissant à leur capital, mais aussi en essayant vraiment de venir apporter toutes les compétences que Schneider peut avoir pour aider ces entreprises à se développer. Donc je regarde le temps qui me reste pour vous donner quelques exemples un petit peu plus concrets de ce qu'on peut faire et des partenariats qu'on a. Donc par exemple dans la région grenobloise, on a rejoint une initiative qui s'appelle le pôle Alpen, qui est un pôle territorial de coopération économique, merci. Donc un PTCE, dont fait partie la métro également. Donc en fait l'objectif du PTCE, c'est vraiment de travailler sur un territoire donné et sur une problématique donnée avec des acteurs de tout type, enfin des acteurs publics, des acteurs associatifs, des acteurs à but lucratif. Donc en l'occurrence sur le pôle Alpen, c'est un pôle qui est porté par une entreprise d'insertion qui s'appelle Ulysse 38 et qui a lancé cette initiative pour essayer de travailler sur la question de la précarité énergétique sur la région grenobloise. Donc Schneider a rejoint cette initiative et le travail qu'on essaye de faire autour de ce pôle, c'est d'identifier pour les différents ménages qui sont en précarité énergétique dans la région, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées par les différents acteurs autour de la table. Donc un exemple d'une solution qu'on a développée, c'est un travail qu'on fait en partenariat avec Verelec, qui est une entreprise de la région qui fait du chauffage du chauffage rayonnant très efficace énergétiquement, en partenariat avec Ulysse Énergie, qui va faire des visites à domicile des ménages pour vraiment sensibiliser aux questions de l'efficacité énergétique, des usages également dans le bâtiment, parce que
On s'est rapidement rendu compte que vous pouvez mettre des solutions qui sont très efficaces et qui ont l'air de fonctionner très bien, mais il faut aussi que les personnes se l'approprient. Et donc c'était important pour nous de travailler également avec Ulysse Énergie. Et puis Schneider qui va venir apporter les solutions de maîtrise et de mesure et de maîtrise des consommations. Donc on a développé en fait cette offre au sein du pôle Alpen et ça nous permet de répondre d'une façon un peu plus globale et en essayant vraiment d'être collaboratif et de répondre, à la question de façon plus globale que de se dire vous allez d'un côté changer le radiateur et puis d'un autre côté vous allez mettre le thermostat. Enfin, voilà, avoir une offre commune. Donc il y a plusieurs projets qui sont portés par le pôle Alpen. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion pour nous de collaboration qui est importante, puisqu'en fait, nous, on va avoir en tant que groupe industriel une solution technique à apporter, mais on n'a pas forcément... alors la connaissance locale, là, à Grenoble, c'est moins vrai, mais par contre, on n'a pas forcément la connaissance de tout ce tissu associatif, de tout ce tissu économique-là, comme peut l'avoir Ulysse, qui, lui, va venir apporter vraiment sa compétence sur... les questions de la précarité énergétique dans la région grenobloise. Donc, le fait de pouvoir collaborer avec ces différents types d'acteurs nous permet de contribuer de façon un peu plus performante à la réduction de la précarité énergétique. Donc, ça fait partie, je crois que... J'arrive au bout. Mais bon, voilà, on a beaucoup d'autres exemples sur lesquels on pourra échanger sur la partie accès à l'énergie, précarité énergétique. Mais je crois que juste ce qui est important de retenir, et puis pour faire le lien avec la question de la transition énergétique, c'est que quand on parle d'accès à l'énergie et quand on parle de précarité énergétique, on parle bien aussi de transition énergétique, notamment donc, sur cet enjeu de développer des nouveaux outils de production qui soient des énergies propres, mais dans la partie efficacité énergétique et réduction des consommations pour les ménages, il y a aussi un vrai enjeu de diminuer les consommations des ménages qui représentent en gros un tiers des consommations d'énergie et donc dont il est important de savoir tout en restant confortable comment réduire ces consommations également. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, il faut que je regarde là-haut. Dirk ? Oui. Je vous propose à votre tour de nous faire cet exercice et de donc nous présenter donc ce qui se passe au niveau de votre réseau Innover européen par rapport à cette question sur la transition énergétique et votre point de vue un petit peu différent d'un acteur coopératif. Oui, pour commencer, je dois dire que je ne suis pas francophone, je suis néerlandophone et je vais faire des fautes, hein. Mais j'essaye. Je suis président de la Fédération européenne des coopératives d'énergie renouvelable depuis 4 ans maintenant. Et j'appartiens à une coopérative flamande qui est créée dans les années 90, 90 on dit ici en Belgique. Et on a commencé ici autour de cette table, ici chez moi, avec 5 personnes. Et maintenant, 26 années plus tard, on a une coopérative de 53 000 coopérateurs en Flandre et on a un capital de presque 60 millions d'euros. On produit presque 100 gigawattheures et on fournit nos membres avec cette électricité. On fait ça à un prix, on ne prend pas de profit, hein. Ça veut dire pour 60% des ménages flamands, on est le moins coûteux, hein, le moins cher. La plupart de nos membres n'ont qu'à investir 250 €. Et pour eux, un dividende n'est pas vraiment important. Quand c'est le maximum, c'est 6% en Belgique pour des coopératives qui sont agréées. Ce n'est que 15 €. Pour eux, le plus important, c'est qu'on leur vend de l'électricité verte produite en Belgique à un prix qui n'est pas élevé. Ça, c'est notre manière de faire quelque chose sur le niveau de la précarité énergétique. On prend pas de profit. Voilà.
avec notre électricité, maintenant, on fournit 1,5% des ménages flamands. On ne fait pas de publicité. Le fait qu'on vend notre électricité à ce prix-là, ça fait assez de publicité. Et voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait en Flandre. On a des éoliennes, on a des panneaux solaires, on a une usine qui fait des granulés de bois, on a des moulins à eau. Je me trouve ici dans un de nos moulins à eau. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait que nos membres sont membres d'une coopérative, leur consommation est réduite eux, ils sont en train de réduire leur consommation de chaque année. Il y a 10 ans, ils consommaient en moyenne 4000 kWh par an, ce qui était la moyenne en Flandre. Et maintenant, c'est moins de 1800 kWh par an. Évidemment, le fait que 41% ont installé des panneaux solaires est une des raisons, mais aussi ceux qui n'ont pas installé des panneaux solaires, ils ont réduit leur consommation significatif. EcoPower est une des plus grandes coopératives, mais quand on voit sur le niveau européen, on voit qu'il y a des coopératives de toute taille. Il y a des coopératives, la plupart sont tout jeunes. Par exemple, en Allemagne, les dernières 10 années, il y a 800 qui sont créés. En Hollande, les dernières 3 années, il y a plus que 200 qui sont créés. Mais il y a aussi des coopératives qui sont là depuis le début de l'électrification. Par exemple, dans le nord de l'Italie, il y a une zone germanophone, le Sud-Tyrol, où il y a 80 coopératives d'ingénierie qui ont un siècle. Eux, ils ont construit des centrales hydroélectriques, ils ont installé les câbles, et ils fournissent les gens, leurs membres, et quand on voit leur prix, c'est le prix le plus bas en Italie. On fait des choses, on a des coopératives qui font la production, il y a d'autres qui font la distribution, la fourniture. Et maintenant, on a aussi des coopératives qui sont créées pour aider leurs membres à réduire leur consommation dans leur maison, isoler leur maison. Et on voit que les coopératives commencent avec une chose et l'efficacité de l'énergie, ça devient aussi un de leur activité après. Ce qui est aussi très intéressant maintenant au sein de notre fédération, on a un groupe de travail qui va devenir une coopérative européenne. C'est un groupe de travail sur comment on dit ça en français, electrical car sharing, je ne sais pas le mot en français. Ce qu'on a essayé d'éviter, c'est que tous ces coopératives qui sont intéressés à faire ça, cette activité, que tous ces coopératifs vont développer leur propre app. Et maintenant, déjà, quand tu es membre d'une coopérative qui fait du car sharing, je ne sais pas le mot en français, à Gand, en Flandre, tu peux utiliser le même app à Barcelone, parce que ces deux coopératives, ils ont le même app. Et ça, c'est une de nos rêves. Il y a maintenant 3500 coopératives. Quand tout le monde utilise le même app, peut-être on a quelque chose comme Uber, pas la même chose, mais ce qui est en coopérative, on peut utiliser des voitures et même des cargo bikes, je ne sais pas le mot,
en français, un peu partout en Europe. Ça veut dire il y a tant de choses sur le plan de l'énergie que des coopératifs font. Et pourquoi est-ce que les gens font des choses comme ça? Au début, par exemple, dans le nord de l'Italie, les Italiens ne voulaient pas donner de l'électricité à ces gens qui parlaient l'allemand là-bas, et les gens l'ont fait eux-mêmes. Entre les deux guerres mondiales, en Allemagne, dans les zones rurales, c'était 6000 coopératives qui ont créé le réseau. Peut-être ça c'est un peu difficile à croire en France, mais en France, on a tout nationalisé, on a tout réglé de Paris, sauf à Grenoble. Il y a quelques autres régions, mais il y a d'autres. En Allemagne, par exemple, c'était très décentralisé. Et maintenant, maintenant que les techniques comme les panneaux solaires, on va de nouveau vers une décentralisation comme au début de l'électrification de l'Europe. Ce que maintenant est l'enjeu, selon nous, c'est que dans la transition énergétique, ça nous donne, comme citoyens, une chance unique pour nous approprier les moyens de production du futur. Ce sont les moyens décentralisés. Même une éolienne, ça coûte 2,5 millions d'euros, mais quand on a 2500 citoyens qui mettent 1 000 euros sur la table, on achète une éolienne. Et l'enjeu, c'est maintenant de garder les profits que les différents gouvernements en Europe garantissent. Par exemple, en Flandre, quand on installe une éolienne, on garantit un profit, un return on investment de 8%. Pour une éolienne de 3 millions, c'est 240 000 euros par an par éolienne. Et ce que nous, on veut faire, c'est de garder ces profits si localement possible. Ça veut dire que ça reste dans notre commune, dans notre région. Si, par exemple, Engie ou EDF installe une éolienne en Belgique, ce profit va vers Paris et on a besoin de cet argent pour investir dans l'autre partie de la transition, c'est d'isoler les maisons, les bâtiments publics, et ça c'est l'enjeu selon nous. Et c'est pour ça qu'on doit coopérer entre citoyens, entre coopératifs. On va coopérer aussi, on travaille beaucoup ensemble déjà avec des communes et des villes, un peu partout en Europe. Et, par exemple, tout près d'ici, la ville de Louvain, ils ont avec un appel d'offres, appel à candidats ouvert, Engie était candidat, aussi Eneco, ce sont des Hollandais, mais c'est EcoPower qui était choisi par la ville pour leur aider à réaliser des projets dans la transition énergétique dans cette ville. Et on voit que de plus en plus, les communes et les villes font une coopération avec leurs citoyens parce qu'on a vraiment besoin de mobiliser tout le monde et l'argent de tout le monde pour réaliser cette transition. Hier à Paris, j'étais à Paris, j'ai entendu des chiffres que je ne crois pas. Il faut investir 4 milliards d'euros par an pour réaliser la transition énergétique en France. Mais seulement en Belgique, qui est plus petit, le montant jusqu'à 2050, c'est plutôt 400 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il faut mobiliser tout le monde, toutes les entreprises, mais aussi tous les citoyens. Mais pour que la transition énergétique réussisse, il faut
que nous, les citoyens, on la chance de l'approprier. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Moi, j'ai pas beaucoup plus de temps. Je dois nourrir 25 personnes dans quelques minutes. Merci pour beaucoup dire. Est-ce qu'on peut vous prendre juste 5 minutes par rapport, on va commencer si les gens ont des questions justement par rapport à vous, par rapport au cas. Je pense que pour... J'ai encore 9 minutes. Ça marche. Donc je ne vais pas parler plus et je laisse la parole à l'auditeur pour poser des questions. Bonjour. Je viens d'Argentine et en Argentine, on a 600 coopératives électriques. En fait, les coopératives sont des acteurs forts historiquement qui ont survécu aux nationalisations, aux dictatures, à la libéralisation, etc. Et ce sont eux qui ont poussé les premiers parcs éoliens pour les communautés rurales. Et donc avec des aérogénérateurs danois ou allemands. Mais maintenant, quand je fais des entretiens, elles ne veulent pas de la autoconsommation ni de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, pour eux, ça, c'est de la concurrence. Et pour moi, c'est un paradoxe. Mais je me demande si ici, on a cette problématique. Et c'est où? C'est dans quel pays? Argentine, Amérique du Sud. Ah oui. J'ai entendu de ces coopératives historiques en Argentine. On n'a pas eu des contacts jusqu'à maintenant. Et aussi aux États-Unis, dans les zones rurales, il y a, je pense, presque 900 coopératives d'énergie qui s'engagent dans le charbon et le nucléaire même. Et avec eux, on a des rapports et eux, ils sont très étonnés qu'ici en Europe, on parle d'une transition énergétique vers le renouvelable et qu'on va quitter le charbon et l'huile et le gaz et le nucléaire. Nos contacts sont intéressants, disons, mais je peux imaginer qu'une structure qui est comme ça, qu'il voit aussi la transition énergétique comme un danger pour eux. Et voilà, c'est à nous maintenant, on est en train de nous organiser aussi sur le niveau mondial. Et je pense avec les échanges qu'on a avec eux, et j'espère bien avec les coopératives en Argentine, qu'on peut leur montrer comment on travaille en Europe, et ça donne aussi des possibilités à eux d'être ouverts à l'autoconsommation, parce que quand ils vont être contre ça, les citoyens vont réagir et ils vont créer d'autres structures. Hein. Ça, c'est le danger quand on est conservateur et on ne réagit pas à les nouveaux circonstances ou à des nouveaux enjeux. Les citoyens vont réagir. C'est une réponse, j'espère. Oui, c'est bon. Oui, vous aviez dit que vous ne faisiez pas de dividendes et je voulais savoir du coup s'il y avait dans les faits un intérêt versé aux membres sur le capital investi ou pas. Oui, on donne un dividende quand il y a un profit. Le profit qu'on ne fait pas avec la vente de l'électricité, ça on considère ça comme un service à nos membres. Mais les dividendes est créé parce qu'on produit de l'énergie renouvelable et il y a un système de soutien qui n'est pas payé par le gouvernement mais par les consommateurs. Là, le système vous garantit un certain rendement pour le photovoltaïque, c'est 5%, pour l'éolien, c'est 8%. Et quand on a un profit comme ça, on donne un dividende aux membres. L'année passée, c'était 4%.
Mais à part de ça, on garde une grande partie de nos profits pour des réserves, et l'autre, on fait aussi, par exemple, dans les communes où on a des éoliennes, on engage un ingénieur mi-temps, par-temps, pour aider les citoyens là-bas et aussi la ville ou la commune dans la transition énergétique. Ça veut dire on réserve on a certaines parties de notre profit, c'est un dividende, le réserve, et l'autre on fait des c'est pour la société entière, disons. Ouais. Je voudrais savoir si du point de vue réglementaire, en Flandre, est-ce que c'est facile de faire de l'autoconsommation? Parce qu'en France, tout le monde veut faire de l'autoconsommation, mais c'est un problème réglementaire monstrueux et j'ai l'impression qu'on va passer 3 ou 4 ans à discuter de quelle réglementation il faut mettre en place. Donc, est-ce que c'est pareil en Flandre? Non, on a eu un système très bien qui a changé il y a quelques années parce que c'était trop rentable. Mais pour l'instant, en Flandre, on était au même niveau que l'Allemagne. Mais parce que la Flandre est plus petite que l'Allemagne, on n'entend rien de ça. Mais ici, dans ma rue, la plupart des gens ont des panneaux solaires. Pour l'instant, les normes d'isolation pour des nouveaux bâtiments ou des rénovations sont aussi strictes qu'on ne peut pas avoir un permis de bâtir sans des panneaux solaires. C'est pour ça que maintenant le marché est de nouveau lancé et que oui, voilà, on voit des panneaux solaires pour l'instant partout. L'autoconsommation est permis. Ça veut dire, pour l'instant, on a des compteurs comment on dit ça? Quand le soleil est là, et on ne consomme pas, le compteur va à l'envers et en hiver, on peut consommer le réseau est une batterie, mais ça va changer avec les compteurs digitaux ou intelligents qu'on va avoir dans quelques années. Mais pour l'instant, le climat pour l'autoconsommation est très favorable. C'est pour ça que parmi nos coopérateurs, 41% ont des panneaux solaires. Voilà. Eux, ensemble, ils produisent 76 gigawattheures et la coopérative 100 gigawattheures. Ça, c'est significatif. Hein? Oui. Moi, j'ai une dernière question. Oui, parce qu'on vient me chercher pour nourrir les gens. On a une réunion ici, c'est le kick-off meeting d'un projet Interreg. Et c'est très intéressant. Ce sont les coopératives d'énergie renouvelable et les paysans. Les mouvements de paysans veulent s'approcher aux citoyens et on a un projet Interreg. Il y a aussi des Français qui sont impliqués, ce sont les gens de Pays de Vilaine qui sont ici. Voilà. Moi, juste ma question. Le modèle coopératif, vous l'avez dit à un moment donné, est construit sur une solidarité entre les coopérateurs. Là, sur la question énergétique, on a vu ce matin qu'il y avait un enjeu de solidarité entre les territoires. Donc, je voulais savoir justement comment le modèle coopératif s'articule avec cet enjeu de solidarité entre les territoires dans la question énergétique. Oui, selon nous, dans la plupart des pays, je ne sais pas comment c'est en France, mais j'imagine que c'est la même chose, il y a une énorme solidarité des citoyens vers l'industrie. En Belgique, 90% des coûts de la transition pour faire les projets rentables est sur la facture des citoyens et des ménages.
et eux, ils consomment que 40%. Et 60% de l'électricité consommée par l'industrie, eux, ils apportent seulement 10% des coûts de la transition. Ça veut dire qu'il y a une énorme solidarité des citoyens vers l'industrie. Et oui, j'ai entendu hier la même chose en France, c'était péréquation. Oui, ça donne aussi des problèmes souvent. Hein. Par exemple, en Grèce, il y a le même prix pour tout le monde pour l'électricité. Et sur les îles, il faut faire de l'électricité avec de l'huile, hein, qui est très chère, et ils ont le même prix qu'en Athènes. Hein. Et ça veut dire, sur ces îles, on n'a pas l'intérêt de produire l'électricité avec des panneaux solaires et avec le vent qui souffle très fort là-bas, parce qu'on a quand même un prix très bas. Hein. Et voilà. Et maintenant, ça va changer parce que les gens qui habitent les îles ont plus d'argent que les gens en Athènes. Et parce que c'est à cause du tourisme, et maintenant cette solidarité est en péril. Mais maintenant, les gens qui habitent dans les îles, ils pensent, hein, oui, il faut qu'on fait quelque chose. Et maintenant, on parle de quelques éoliens, des panneaux solaires. Et oui, il y a des problèmes. En Flandre, on n'a pas le même prix. Les zones rurales ont un prix plus élevé que les villes. Et c'est un peu normal, hein, parce que quand on va... Oui. Oui, voilà. Maintenant, je dois quitter. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Salut. Oui. C'est aussi pour rebondir un peu sur ce qui a été dit là, notamment sur ces problèmes des coopératives, ce sujet intéressant. Donc là, ce qui s'est créé sur la métropole, c'est les habitants qui sont venus vers la métro en disant on voudrait faire des toitures solaires sur nos toits, et donc on les a aidés pour le montage juridique avec d'abord une subvention dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et ensuite donc le choix qu'ils ont fait, c'est avec la nouvelle possibilité propose la loi de transition énergétique, donc de faire des sociétés par action simplifiée dans laquelle il y a les habitants et aussi des collectivités locales. Donc ils ont créé cette SAS énergie citoyenne dans lequel il y a la métro et un certain nombre de communes, et puis il y a 60 habitants maintenant, et c'est eux, donc cette SAS, qui ont développé ces toitures solaires. Et puis justement le niveau de rentabilité, là c'est plutôt 3% de retour sur investissement, et les habitants là qui ont aussi mis de l'argent pour rentrer au capital, ils espèrent pas en faire des profits importants. C'est plutôt quelque chose de militant, même s'il y a un retour un peu symbolique, effectivement un retour sur investissement. Et l'idée étant que les profits qui peuvent être faits par la vente de l'électricité servent à réinvestir. Même si la difficulté actuellement aussi, c'est le tarif de rachat de l'électricité. Les choses évoluent tout le temps et c'est très compliqué. Donc là, dans la deuxième phase, ils souhaitent aller sur des toitures plus importantes compte tenu de l'évolution des tarifs de rachat. Mais ils se sont heurtés à beaucoup de problèmes à la fois techniques, réglementaires, juridiques, financiers. Ça a été vraiment un long... On s'imaginait que c'était simple de dire, on a des toits, on y met des panneaux. Ça a été vraiment quelque chose de très, très laborieux, même si, à la ville de La Tronche, donc on a deux toitures, une sur une école, une sur l'église. Les panneaux ont été mis cet été, et puis le branchement a été fait il y a quelques jours, et donc maintenant on a les courbes de consommation qu'on peut voir. Donc ce travail d'habitants peut aussi être fait, même si la réglementation est compliquée. Donc j'avais une question pour vous, et c'était... vous avez présenté 3 piliers. Je me demandais si dans les 3e, vous avez des actions en Amérique du Sud, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui n'ont pas accès à l'énergie moderne sont en Asie et en Afrique, mais on a aussi en Amérique du Sud. Et voilà. Donc moi j'avais une question pour Schneider.
Donc vous avez parlé des systèmes de lampes solaires pour les villages. J'ai vu le système Omaya par exemple. Mais est-ce que vous avez des actions pour les centres urbains? Et notamment parce que on sait que l'Afrique va porter dans les prochaines années la démographie mondiale. Et ça va être un grand enjeu pour le climat. Donc est-ce qu'il y a des systèmes pour les entreprises ou pour les ménages dans les grandes villes par exemple? Bonjour, je suis Rosny Francis, doctorante à PAT. Je travaille sur les politiques d'électrification rurale en Afrique. J'ai une question pour Schneider. Peut-être je vais me faire porte-voix d'un village sénégalais où j'ai été enquêtée et ils ont été bénéficiaires d'un système Villasol installé par Schneider ou vendu par Schneider. À un moment, ils ont été confrontés à des problèmes de maintenance. Et il n'y a eu personne au niveau Schneider, malgré toutes les tentatives faites par ces villageois pour réparer ou bien pour avoir plus d'informations sur comment faire fonctionner le système, ça n'a pas marché. Du coup, moi, je voudrais savoir quelle est votre stratégie par rapport à ces systèmes que vous allez installer dans ces pays en développement. Merci. C'est pas tout à fait. C'est une question que je me pose, c'est que je suis frappée par ce qui a été dit par les Flamands et ce qui est dit aussi par les Allemands, c'est-à-dire que c'est par rapport à une situation dans laquelle ils ont besoin d'électricité, qui se prennent par la main et qui se disent on se construit une coopérative. Ils nous ont présenté aussi le cas des Italiens du Nord qui étaient germanophones et dont l'Italie ne voulait pas s'occuper. Donc systématiquement, c'est des territoires dans lesquels on a des groupes qui se disent on a besoin d'électricité, on se construit une coopérative et à partir de cette coopérative, ensuite, on évolue et puis ça devient effectivement un sentier positif en plus parce qu'à partir de ça, on va développer d'autres formes de mutualisation d'éléments dont on a besoin. Et ce qui me frappe aussi, c'est justement cette capacité-là et je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne l'a pas en France, mais qu'on pourrait l'avoir peut-être justement à Grenoble, parce qu'on n'est pas forcément en dépendance par rapport à l'électricité de France. Et la deuxième réflexion que j'ai, parce que j'ai été frappée par ce qui a été dit dans cette coopérative flamande, et ça m'a déjà été dit dans les coopératives allemandes, ils ne souhaitent pas mesurer l'électricité. C'est-à-dire qu'il a dit, on aura des compteurs intelligents un jour. Mais en fait, ce n'est pas leur problème. Le problème, et pourtant, ils sont extrêmement efficaces et ils font des économies. Ils le font par rapport effectivement à cette façon de se prendre en main. Donc c'est peut-être plus une réflexion et c'est un questionnement que je me pose par rapport à la façon dont on peut effectivement sur Grenoble avoir des coopératives qui se prennent en main et comment est-ce qu'elles sont susceptibles de se développer. Voilà. Merci. Oui, je vais peut-être répondre après, je vous laisserai, vous avez peut-être plus de questions. Alors, donc chez ma directeur, il y a effectivement, on a pointé, donc j'ai parlé moi plutôt de l'habitat, mais il y a aussi l'industrie. Donc là, métropole de Grenoble, on est une des métropoles où il y a le plus de consommation d'énergie qui vient de l'industrie. On a encore beaucoup d'industries chimiques, cimentiers, etc. Donc là, métropole, on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Les industriels, eux, ils savent que pour faire des économies, dans leurs procédés industriels, ils y travaillent. Et puis il y a le côté transport, là aussi. Donc on fait des choses plus dans le côté énergie, mais aussi côté qualité de l'air. Donc là, dans la cuvette, on a beaucoup de soucis. On était hier en alerte qualité de l'air. Donc on va passer, par exemple, la métropole, les camions de collecte des déchets, donc qui sont actuellement au diesel, on va les passer progressivement au GNV pour diminuer l'émission de particules. Et puis aussi, il y a le tertiaire, donc les bâtiments tertiaires. Là, on attend plutôt des réglementations au niveau national qui imposent aux bâtiments tertiaires aussi des économies d'énergie. Juste un mot sur ces réglementations nationales qu'on attend aussi, notamment pour la taxe carbone. On sait bien que pour que les énergies renouvelables puissent se développer, il faut que la taxe carbone sur les énergies fossiles puisse se mettre en place et monter en puissance pour qu'au niveau économique, ça devienne aussi intéressant.
Et du côté, alors je parle justement des lois qu'on a besoin au niveau national, mais c'est peut-être ce sujet de carcan des lois nationales qu'on a et qui empêche de développer peut-être des choses plus locales. J'ai parlé tout à l'heure des tarifs de rachat, on est complètement ficelé par ce genre de choses. Je pense que c'est ça qui est intéressant de regarder dans les autres pays européens, c'est que leur histoire nationale et locale fait qu'il y a d'autres modèles possibles, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de se dire, regardons à côté, et on peut peut-être aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Alors, donc sur les différentes questions, sur la partie Amérique du Sud, on a une action qui est assez forte avec le Brésil et avec la Colombie, avec 2 centres de formation qui sont des centres de formation nationaux, donc le SENAI au Brésil et le SENA en Colombie. Et on travaille vraiment au développement des compétences autour des métiers de l'énergie, des automatismes, de l'installation de systèmes photovoltaïques. Et on a en Colombie notamment ce qu'on appelle un centre d'excellence, dans lequel c'est un partenariat en fait entre Schneider, le ministère de l'Éducation français et le ministère de l'Éducation colombien, avec un prof de l'éducation française qui est détaché pour travailler avec le Sénat sur ces thématiques-là de l'énergie. En Argentine, à ma connaissance, on n'a pas de centre de formation. Voilà, sur l'Amérique du Sud. Et par contre, sur la partie solution, alors c'est vrai qu'il y a toujours des zones qui sont des zones rurales qui sont loin du réseau et donc qui ne sont pas raccordées. Et là, c'est plutôt la partie sur les solutions qui va être mise en place, mais disons que l'effort est moins important que dans des zones dont on sait qu'il y a un plus fort pourcentage de la population qui est touchée par cette question. Donc pour continuer, c'est vrai que là où on intervient le plus sur la partie des solutions que je vous ai présentées, c'est sur les zones rurales, parce que c'est là qu'il y a la vraie question et que souvent les grands centres urbains sont électrifiés. Donc là, nous, cette partie-là qui est d'installer des systèmes de production solaire et puis la gestion de ces systèmes-là, elle ne rentre pas du coup dans le cadre des zones vraiment urbaines, puisque les solutions que je vous ai présentées, elles sont un peu à la marge par rapport aux solutions proposées par le business classique de Schneider. Et donc ça ne va pas toucher forcément les zones urbaines. Par contre, la question qu'on est en train de se poser, c'est sur les zones un peu périurbaines, ou éventuellement installer ce type de solution dans des zones dans lesquelles l'énergie est là de façon seulement intermittente, éventuellement pour une solution de backup. C'est-à-dire le moment où l'électricité ne fonctionne plus avec l'arrivée par le réseau, pouvoir utiliser ce type de solution-là, solaire. C'est difficile de trouver le bon modèle économique parce que si vous êtes sur une solution de backup avec de l'électricité que vous voulez utiliser pas forcément en journée, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des gros moyens de stockage aussi. Donc financièrement, ça devient compliqué. Ça va toucher plutôt des ménages qui vont avoir les moyens d'acheter ces solutions-là. Donc il faut bien qu'on essaie de réfléchir aux solutions qui peuvent être mises en place aussi sur la partie périurbaine. Et sur le dernier point, donc sur la partie maintenance, je pense que la question que vous soulevez, elle touche vraiment du doigt aussi la question de la qualification et de la montée en compétence aussi des personnes dans les pays dans lesquels on intervient. Et c'est pour ça qu'on a toute cette question autour de la formation. Ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de former en fait dans les différents villages dans lesquels les produits sont installés, enfin les solutions sont installées, vraiment essayer de former des personnes localement sur la partie un peu installation, les différentes, les quelques informations, pouvoir éventuellement faire la maintenance, le nettoyage des panneaux solaires, vraiment essayer d'avoir cette approche avec beaucoup de sensibilisation et de formation aussi, pour que ce soit en fait des systèmes qui puissent être complètement pris en main par les gens qui sont dans le village par exemple. Donc c'est un peu l'enjeu, vraiment la qualification aussi, parce que alors je ne sais pas où se situe le village exactement dont vous parliez, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose de toute façon dans les zones rurales, c'est qu'en fait quand vous avez un problème de maintenance,
L'intervention, elle devient très compliquée parce que si vous êtes sur des zones qui sont éloignées, dans lesquelles vous devez avoir accès avec des pistes par exemple, et que vous pouvez faire juste un aller-retour dans la journée, ça devient très compliqué de mettre en place la maintenance. Et c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu très fort d'avoir aussi des gens qui sont formés et compétents pour pouvoir faire la maintenance dans ces zones-là. Donc ça fait vraiment partie des enjeux qu'on a. Voilà.